Décembre 2009, Saint-Sulpice, Paris. Un passant s'arrête devant la boutique Agnès B et s'esclaffe devant la phrase « Men need young boys with big cocks ». Il regarde sa femme et avec un rire moqueur, lui dit « Agnès B ne sait plus quoi inventer pour faire parler d'elle. C'est ridicule ». Par la fenêtre, la vendeuse voit l'homme sourire, puis partir avec sa femme. Elle soupire. C'est à se demander si les gens nous voient encore. Ce qui doit être une folle provocation en ce mois de décembre 2009 se révèle un flop complet. Agnès B cherche un second souffle pour relancer sa marque. Les ventes sont en baisse. Elle n'a pas vu arriver une nouvelle génération de marques et de consommateurs. Je vous emmène aujourd'hui sur les traces d'Agnès Troublé, dit Agnès B, une femme qui fait de la mode un outil de rébellion et qui crée un véritable empire de la mode. Dans ce deuxième épisode, Agnès Troublé transmet le flambeau à son fils, mais son empire connaît des difficultés. Bienvenue sur Il était une fois l'entrepreneur, le podcast où je vous raconte les histoires des entrepreneurs. Car oui, entreprendre est toute une histoire. Je m'appelle Laurent Brouat et ce podcast est produit par Inspire Média. Dans les années 90, Agnès B s'impose comme une réussite exceptionnelle. Les rayons sont dévalisés en permanence. Imaginez 190 000 chemises hommes vendues par an fin 90. Le style Agnès B des classiques revisités intemporels à des prix abordables trouve son public en France et à l'étranger. Oui, l'étranger, où Agnès B fait l'essentiel de son chiffre d'affaires avec un partenariat original signé au Japon. Agnès, tes bagages sont là. Merci Étienne. Oh, je suis heureuse de partir avec toi. Oh, t'étais jamais venu au Japon. Et en tant que nouveau DG, tu dois les rencontrer. C'est vrai que c'est la filiale qui nous rapporte le plus d'argent. Oui, absolument. Tu imagines, on s'est allié avec Sazabi depuis le milieu des années 80 et les 30 boutiques dégagent 1,2 milliard de francs. Et des bénéfices. Taxi! Please, Tokyo Center. En 2003, Agnès B a plus de 100 boutiques dans le monde entier pour un chiffre d'affaires de plus de 200 millions d'euros. Le plus marquant, Agnès B est une marque très rentable, 7% de bénéfices par rapport au chiffre d'affaires, ce qui en fait d'ailleurs l'égal de Chanel ou Saint-Laurent, alors que les prix sont beaucoup plus bas. Son secret, des rotations de stock rapides, pas de remise ou même de soldes. Mais c'est surtout l'arrivée de son fils Étienne en 1986 qui professionnalise l'entreprise et fait d'Agnès B une véritable machine à cash. Je suis fière de vous dire qu'aujourd'hui, c'est Étienne qui prend la suite pour diriger Agnès B. Son fils qui a tout fait dans l'entreprise, comptable, coursier, vendeur, avant de devenir un DG rigoureux et organisé. Ce développement d'Agnès B se fait sans publicité. Un paradoxe, même si Agnès trouve des moyens détournés pour faire parler d'elle. Olympia, Paris, 2002. Il est 19h30. Dans 30 minutes, le duc, David Bowie, va entrer en scène pour un concert exclusif en France. À ses côtés, dans la loge, il y a Agnès B, qui le regarde s'habiller. David, pense bien à mettre la veste rouge que je t'ai préparée. Oui, celle-là. Ok. Et tu vas porter cette veste féminine noire pour conclure le concert, ok ? Depuis plusieurs années, Agnès B habille les célébrités, notamment David Bowie et encore Patti Smith. Elle travaille aussi avec de nombreux acteurs, qu'ils soient français ou américains, d'Isabelle Huppert à John Travolta. Agnès B est une défenseur des artistes quand elle achète des salles de cinéma ou des maisons de production, ou même quand elle fait restaurer des films comme celui de Jacques Tati. Mais c'est aussi une photographe frénétique et une collectionneuse d'art avec sa propre galerie, la Galerie du Jour en plein Paris. C'est aussi ça, Agnès, une façon différente de communiquer. Une communication qui fait son succès, mais qui l'éloigne des tendances et de la compréhension de son environnement. D'ailleurs, c'est ce qu'essaie de lui faire comprendre sa directrice marketing en ce milieu des années 2000. Madame Agnès,
Il faut que l'on sorte des graffitis sur les t-shirts ou même des cols roulés classiques. Je viens de finir une étude de marché et les jeunes cherchent des nouveautés, et encore plus notre clientèle de femmes. Mais on s'en fout de ce que disent ces études. Ça fait 30 ans que les gens achètent des vêtements classiques pour leur garde-robe. Mais là, nos ventes sont en baisse depuis 2 ans. Il faut qu'on lance des nouveautés. Pas sûr. Je ne sais pas. On verra. Oui, se renouveler pour Agnès, qui est la seule styliste de la maison. Et c'est dur de lâcher du lest. Personne ne s'approche de sa table de dessin. Elle est seule, bien seule, et ne voit pas les changements arriver. Depuis ses succès considérables avec le t-shirt rayé et le cardigan à pression, Agnès B change peu ses collections. Le graffiti, symbole des années 80, est toujours savamment orchestré sur les vêtements, mais ne plaît plus autant. En 2003-2004, les ventes commencent à baisser entre 5 et 10% par an. Pour la première fois, la maison essuie des pertes qui vont jusqu'à plus de 17 millions d'euros en cumulé en 3 ans. Agnès n'a pas vu venir la fast fashion avec H&M et Zara, et même des marques qui la concurrencent directement, des maisons de luxe abordables comme Maje, Les Petites ou Zadig et Voltaire. Des marques que les trentenaires s'arrachent. Pour Agnès, c'est l'incompréhension. Un soir de 2006, elle en parle avec Étienne, son fils et directeur général. Mais je ne comprends pas ceux qui achètent chez H&M. C'est du vêtement jetable qui dure 1 an. Oui, Agnès, mais ça correspond à un besoin, celui de se renouveler. Par contre, Maje, comme Zadig et Voltaire, font un sacré travail créatif. Oui, mais nos marges sont aussi attaquées. Il est temps de délocaliser notre production au Maroc, comme tout le monde, Agnès. Oui, et je tiens tellement au Made in France. Mais on ne peut plus tenir comme ça. Et puis, maman, on ne peut plus continuer en ignorant la concurrence, on doit faire du marketing. Étienne finit par la convaincre et Agnès B baisse ses coûts de production. Ils font même du marketing et se lancent sur Internet. Ils rachètent aussi les parts du groupe japonais pour détenir toutes les boutiques au Japon. Agnès lâche peu à peu sur les décisions. La croissance revient au début des années 2010 et s'élève à 290 millions d'euros en 2016, le chiffre d'affaires. En 2017, Agnès B compte 286 points de vente et 2100 salariés. Agnès s'éloigne d'Agnès B depuis plusieurs années. C'est son fils qui gère l'entreprise en toute autonomie. Elle se consacre essentiellement à sa fondation sur 3 axes, la culture et la création, la solidarité avec la redistribution pour des associations comme celle de l'Abbé Pierre et l'expédition Tara Ocean. Agnès est aussi et surtout dans la transmission, une transmission qu'elle incarne dans un nouveau lieu, un lieu au cœur de Paris. La marque Agnès B est certes vieillissante comme sa fondatrice, mais elle est intemporelle. C'est aussi ce que Agnès Troublé souhaite laisser derrière elle, une trace, un souvenir. Et quoi de mieux que l'art contemporain, une passion héritée de son père. 2 février 2020, Paris 13e. Une foule de journalistes et quelques célébrités se pressent à l'entrée d'un bâtiment tout juste sorti de terre. Les murs sont blancs immaculés avec de nombreuses vitres. À l'entrée, une petite femme avec ses cheveux tout blancs et un regard bleu perçant les attend. Agnès B prend le micro. Bonjour à tous. Bienvenue à la Fab, le lieu consacré à la passion de ma vie, l'art. Ce lieu est dédié autant à l'art contemporain qu'à la photographie. Dans ces 1400 mètres carrés, vous allez retrouver tout ce que j'ai aimé pendant 40 ans. Tout ce que j'ai vécu aussi. Mes divorces, mes cassures, mes réussites, mes passions. Chaque période de ma vie incarnée par une œuvre. Merci. Oui, Agnès Troublé dit Agnès B avec une vie intense. 3 maris, 5 enfants, une entreprise et une marque mondiale. Une femme qui a surmonté un inceste et un divorce dans les années 60. Une femme qui refuse les tendances. Une femme qui a essayé d'être elle-même. Et ça, c'est une autre histoire, car soyez vous-même, mais n'emmerdez pas les autres. Merci pour votre fidélité. Alors tant que j'y pense, ce podcast, c'est 3 jours de travail par épisode. Et tout ce travail, c'est évidemment une équipe derrière.
Merci donc à Thibaut Viot, Sarah Brevet pour l'écriture et la recherche, et Morgane Bouchiba pour le son, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans les dialogues. Vous l'avez entendu, il y a pas mal d'acteurs. Fabien, Gaël, Céline, Jean-François, bref. Si vous avez aimé, si vous avez été inspiré, pensez bien à mettre des étoiles et surtout à parler de ce podcast. C'est ce qui me permet. Et ce qui permet aussi d'avoir beaucoup plus de visibilité pour tout ce travail. Et ça, c'est évidemment une autre histoire.